beau monde sur cette scène. Donc Christine Nuss, tout à fait là-bas, Serge Lehmann, Catherine Dufour, Pierre Bordage et Natacha Bastel. Alors, on va parler des utopies. Je suppose que vous avez tous une idée de cette définition. On parle de société idéale, de lieu imaginaire, hors du réel. On peut penser dans la nouvelle de Serge Lehmann à Livérion, Noirville, la cité introuvable. Il y a d'autres termes qui fleurissent, évidemment. L'ICAM, par exemple, elle parle d'utopie dans Résolution, comme un lieu réel, mais où se construirait un lendemain rêvé. Et elle y dit aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que l'utopie des uns est la dystopie des autres. De là, on arrive à cette dystopie, ou la contre-utopie aussi, des mondes, des sociétés qui dysfonctionnent, ou alors des mondes qui dysfonctionnent mais les habitants n'en sont pas conscients. En tout cas, toutes ces variations, elles ont couvert depuis fort longtemps, depuis Thomas More, tout un champ de la littérature. Et du coup, moi, je me tourne vers chacun pour que vous me disiez un petit peu qu'est-ce qui vous a intéressé dans les utopies que vous avez pu lire, que ce soit les plus anciennes ou les utopies récentes. Après, c'est le premier qui veut qui parle. Alors, les utopies. Voilà, les utopies. Oui, il y en a de différentes sortes. Moi, celle que j'ai trouvée intéressante, parce que plutôt une curiosité scientifique, c'est celle qui a été écrite régulièrement pour créer un monde quasiment artificiel, avec un programme pragmatique, qui sont souvent de très mauvaises fictions, mais qui sont très intéressantes au niveau de l'intérêt de ce que souhaitait chaque génération. Je pense par exemple à Madeleine Charpentier au début du XXe siècle, qui était une féministe convaincue, mais vraiment convaincue, très militante, qui a écrit une utopie qui est illisible, soyons clairs, mais qui parle du peuple et qui voit comment le peuple pourrait vivre heureux dans une société qui s'attacherait à eux. Donc c'était très pragmatique, une vision tout à fait presque essayiste. Sinon, je vois aussi dans l'utopie des projets, comme celui qu'on a publié pas très longtemps, de Robinson, qui s'interroge sur le rôle, la contradiction entre l'utopie et la dystopie, et comment faire, comment pratiquer ce pas de côté qui nous amènera vers une utopie et qui nous... Pourquoi on tombe rapidement dans la dystopie. Donc une réflexion qui était vraiment intéressante à un niveau social tout ça, là par contre c'est une très bonne fiction qui nous emporte vraiment sur un chemin qui joue une espèce de ping-pong entre notre réalité et le pas de côté qui nous mène vers l'utopie et le pas de côté qui nous mène vers la dystopie. Pourquoi ? Comment l'éviter ? Puisque en fait dans ce dernier roman dont j'en parle parce que c'est le dernier que j'ai lu, tout simplement, c'est l'écrivain justement qui habite à Zurich dans une dystopie se pose la question de savoir pourquoi la Suisse a tombé dans un état dystopique profond, et comment faire, comment est-ce qu'on peut changer. Et par contre en Californie, ils construisent une utopie, ils essayent de construire une vie utopique, mais ils se heurtent aux problèmes qui surgissent évidemment et comment les résoudre. Enfin, c'est très 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 intéressant. Voilà. Tu peux nous redonner le titre, Christine, de l'ouvrage dont tu parles? De Madeleine Charpentier ou de La lisière du Pacifique? De La lisière du Pacifique, voilà, c'est ça. Pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Je saute parce que je sais, donc... C'est ça. Non, mais c'est pour le public. Voilà. Madeleine Charpentier, je me souviens plus du titre exact, je retrouve, mais bon, Madeleine Charpentier n'a écrit qu'une utopie, c'est un exemple, parce qu'on pourrait parler de Gersbach, qui a écrit son utopie très scientifique, où il a fait un catalogue de toutes les créations qui seraient merveilleuses parce qu'elles vont nous amener le bonheur. Donc une sorte d'utopie rudimentaire probablement, mais extrêmement précise, détaillée pour nous. C'est pas celle que je préfère. Je préfère Charpentier qui fait une espèce de projection sur un monde qui pourrait être
formidable. Et on retrouve ces traces d'utopie à l'époque. Alors je connais bien je connais assez bien l'époque, dans les trucs de Jack London. Donc on retrouve chez Jack London, on trouve chez des auteurs. Ça m'échappe, il y avait un auteur qui avait écrit un truc absolument horrible, et en même temps c'était une forme, en réalité, par l'horrible, et nous montrer ce qu'il faudrait faire pour que ça se devienne très, très bon, mais là, c'est pas un auteur très connu. Enfin, Jack London, c'est une valeur sûre. Là, je pense que... Serge ? Moi, je me souviens d'avoir lu à 25-30 ans l'Utopie de Thomas More, parce que je commençais à mesurer le caractère extrêmement étrange de la résistance de la culture française à la SF. Il y avait une espèce de nom, de principe, quand on a commencé, Pierre s'en souvient sans doute, Catherine aussi, de nom de principe, c'est pas intéressant. Et donc cette résistance me semblait tout à fait anormale et bizarre. Et j'ai assez vite, mais ça vient de ma formation intellectuelle, j'ai fait des études d'histoire, ça venait, à l'époque je pensais ça, je pense toujours, d'un défaut d'histoire en fait. C'est-à-dire que l'histoire de la SF n'a pas été racontée pour le public français. Quand elle a été racontée du point de vue américain. Donc on n'a pas conscience réellement d'avoir ça dans notre patrimoine littéraire, on va dire. En France et en Europe de manière plus générale. Et donc l'utopie étant le courant ancien de la littérature le mieux identifié parmi les ancêtres de la science-fiction, les genres ou les sous-genres qui ont conduit à la formation de la science-fiction au tout début du XXe siècle, à la fin du XIXe, il y a l'utopie. Donc j'ai lu l'Utopie de Thomas More, et je me souviens d'avoir été frappé par exemple par l'importance du dispositif rhétorique au début que crée Thomas More, c'est-à-dire le récit du voyageur naufragé qui revient en Europe, qui raconte. Ça m'avait frappé, et ça a à voir avec la dimension proprement géographique de l'utopie. C'est ce désir de faire croire, ou de jouer le jeu littéraire qui consiste à faire croire au lecteur que c'est vraiment arrivé, qu'il y a vraiment eu un naufrage, qu'on a vraiment rencontré une cité parfaite. Tout ça m'avait beaucoup impressionné. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des éléments de science-fiction dès l'utopie de Thomas More, dans ce désir de situer l'utopie sur une carte du monde qui est celle du XVIe siècle, telle qu'on la découvre à ce moment-là. Et donc de profiter des grandes découvertes, en fait, pour faire de grandes propositions utopiques sur la civilisation mondiale ou occidentale. La deuxième, c'est... mais ça, c'est pas une chose que j'avais perçue à la lecture, c'est plutôt ce que j'avais déduit et compris de mes lectures parallèles critiques de l'utopie de Thomas More. C'était ce que tu disais, la très grande proximité entre l'utopie et la dystopie. C'est-à-dire que dans les commentaires sur l'utopie de Thomas More, il y a beaucoup de critiques qui disent mais en fait, c'est pas du tout une utopie, c'est une dystopie qu'il présente Thomas More. C'est un cauchemar, mais il le présente il fait une sorte de démonstration par l'absurde de ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui est en fait le contraire du programme titre. Utopie, a priori, c'est un programme à réaliser. Il y a des critiques qui soutiennent que Thomas More ne fait pas ça. Qui décrit un cauchemar, mais il le décrit, ou un cauchemar potentiel, mais il le décrit de manière suffisamment plaisante et amusante et avec humour, pour qu'on ne le perçoive pas forcément tout de suite. Ce qui voudrait dire que dès le début, l'utopie contient la dystopie, ce qui est une idée assez troublante et intéressante. Voilà, c'est mon commentaire sur la question. Catherine ? Oui, alors il y a plein de choses à dire. Hein. En gros, pour moi, d'après ce que j'ai pu en lire, il y a deux types d'utopie. Soit vous avez l'utopie pour quelques happy few, c'est l'abbaye de Thélème, c'est ce que vous retrouvez dans le Décaméron de Boccace, c'est-à-dire quelques gens bien nés, propres, bien élevés, puis qui se réunissent entre eux pour se raconter des histoires intellectuelles. Ce qui évidemment laisse dans l'obscurité tous ceux qui bossent pour tous les serviteurs et tout le peuple. Soit alors c'est une utopie pour tous, et donc là on arrive dans des sociétés systématiquement oppressives, c'est la tentative de faire le bonheur de tous malgré les aspirations de chacun. Il y a beaucoup de textes au 18e, au 19e, des textes de science-fiction alors qui peuvent se placer sur la Lune ou, j'ai un livre sur mon téléphone, je ne me souviens plus du titre, je suis comme toi, je suis embêtée, mais c'est un monsieur qui se retrouve projeté 100 années dans le futur, et il tombe sur la société absolument parfaite, où tout le monde s'entend très bien, et où en fait chacun fait exactement ce qu'il a à faire.
dans la joie et la bonne humeur. C'est vraiment ce qu'on appelle une utopie, c'est-à-dire c'est strictement impossible. Au XVIIIe, les utopies, c'était plutôt des rêves d'organisation politique. Ils essayaient de rêver la démocratie, tout en présupposant que la démocratie se passerait merveilleusement bien. Là, on est encore dans l'utopie. Et au XIXe, c'est la science à tous les étages et à tous les niveaux. Plus personne ne met un pied devant l'autre parce qu'il y a des tapis roulants partout et tout le monde va à l'usine en chantant. Donc tous ces textes sont très mal vieillis en sens où au XXe siècle, on a vraiment essayé de créer des utopies, tous les fascismes, c'est vouloir créer l'homme nouveau ou la femme nouvelle en coupant tout ce qui dépasse. Donc les utopies en fait ont été mises sur le terrain et on a vu que 70 ans après, on s'en est encore parmi tellement ça a été monstrueux. Donc on est même obligé de constater que l'utopie, il faut que ça reste un horizon, c'est-à-dire on tend vers, mais un horizon c'est par définition inaccessible et il vaut vraiment pas mieux réussir à accéder véritablement à une utopie. Déjà une utopie, quand tout devient parfait, plus rien ne bouge, plus rien ne change et tout ce qui change pas, c'est mort, c'est synonyme de mort. Je me souviens qu'un ami, on était dans un jardin qui était très beau, très 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 beau, vraiment très 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 beau, et on a tourné en rond, on cherchait une mauvaise herbe, il n'y en avait pas. Et au bout d'un moment, il m'a dit, je lui ai dit c'est un peu oppressant, il m'a dit mais je vais lui foutre le feu. Et je suis allée voir un copain qui est psy en disant c'est quand même inquiétant parce que c'est très beau, alors pourquoi voilà les détruire? Il a dit parce que c'est la pulsion nord, que la perfection, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à faire bouger, c'est logiquement angoissant pour les mammifères comme nous. Alors, le gros problème des tentatives oppressives du XXe siècle, c'est aussi parce qu'ils voulaient vraiment créer l'homme et la femme nouvelle en coupant tout ce qui dépasse. Donc en fait, repartir de from scratch, c'était l'idéal notamment de Saint-Just qui disait il faut régénérer la société sur des monceaux de cadavres. Actuellement, en tout cas en science-fiction, il y a une tendance à vouloir arriver, non pas une utopie, mais un monde meilleur, en ne partant pas de from scratch, mais en partant de ce qui existe. Donc c'est ce qu'on appelle le solar punk. Le punk, ça veut dire do it yourself, c'est pas la crête le punk, c'est le fait de faire soi-même. Et là, le solar punk, c'est dit do it with others, donc c'est le punk solidaire. Donc il y a comme ça une volonté d'adapter le monde tel qu'il est, de lui faire pousser des solutions alternatives et de voir celles qui font florès. Il y a une nouvelle très bien de Merjanian dans le recueil Demain le travail à la Volte qui parle justement comme ça d'une ville avec des traders SDF qui vivent dans des friches urbaines remises au goût du jour par leurs propres habitants. Et il y a des choses qui existent d'ailleurs dans la vraie vie. À Seattle, il y a ces cités industrielles américaines qui sont désindustrialisées, j'y suis arrivée, et il y a des gens qui font des grands bacs à fleurs dans des carcasses de voitures et qui réinventent leur monde sur les débris de l'ancien. Et si vous voulez lire des applications utopiques qui ont fonctionné, l'exemple le plus connu, c'est Wikipédia. Hein. C'est une encyclopédie qui a réussi à damer le pion à toutes les autres et c'est totalement... tout le monde peut participer, c'est libre, c'est gratuit, c'est collaboratif. Mais il y a d'autres solutions comme ça qui ont été mises à pousser et dont certaines ont vraiment été un succès. Il y a un bouquin qui en recense certaines, s'appelle Utopie réelle et c'est de Eric Olin Wright. Et c'est un livre qui est très intéressant, on a l'impression de voir la science-fiction appliquée, en plus ça se passe bien et ça fait toujours du bien. C'est rare la science-fiction que ça se passe bien. Je déteste les utopies. J'aime pas lire les utopies. Je déteste écrire les utopies. Quand on me demande d'écrire une utopie, je dis bon, c'était un monde parfait, ils furent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Ça me semble être la fin des bouquins normalement. Si on commence le début du livre comme ça, on va très vite sécher. Pourquoi je n'aime pas les utopies? Parce que effectivement, c'est le monde rêvé pour tous. C'est un monde idéalisé. Qui dit idéal dit éloignement de la réalité. Qui dit éloignement de la réalité dit catastrophe. Rapidement. Un exemple, il suffit de regarder notre histoire. Je pense qu'un certain citoyen nommé Robespierre a tenté d'établir une utopie française en partant d'un culte spécifique, être suprême, etc. Et ça se termine par une catastrophe parce que, comme disait Catherine, dès qu'une tête dépasse, on la coupe. Parce que ça ne correspond plus à l'utopie du tout. Quelqu'un qui les Vendéens, entre autres, donc je suis Vendéen, donc je peux en parler, on a dit que, ben non, finalement, votre bonheur ne nous intéresse pas. Mais on les a écrasés. D'accord ?
Donc les utopies, évidemment, le bonheur pour tous, ça n'existe pas parce que chacun dans cette salle-là, vous avez tous une définition du bonheur. Et si on vous dit le bonheur, c'est ça, vous allez dire, bah oui, mais non, justement, moi je voulais pas telle voiture, je voulais plutôt celle-là. Enfin, bonheur avec les voitures, ça doit pas être ça. Bon. C'est un petit exemple trivial. Mais voilà, vous avez toute une définition du bonheur et on ne peut pas vous imposer un bonheur obligatoire. C'est impossible. Donc toutes les tentatives, Catherine parlait du XXe, effectivement, le communisme était une utopie, le nazisme est une forme d'utopie avec l'homme parfait, l'homme idéal, et ce sont toutes des catastrophes. C'est-à-dire que plus vous allez essayer de vous rapprocher de l'idéal que quelqu'un, d'ailleurs dont quelqu'un a pris la décision, plus vous allez créer des morts et des guerres. Donc il y a quelque chose de faussé dans l'utopie. Toutes celles qui ont été donc expérimentées dans l'histoire se sont achevées par des catastrophes. Et je pense qu'effectivement, la solution, c'est peut-être ce dont parlait Catherine, c'est de s'adapter. Parce que notre vraie évolution, elle passe par là. Elle ne passe pas par des grandes décisions radicales de on va faire ci, on va faire ça et tout le monde va être heureux. C'est comment on peut améliorer telle et telle chose et comment par exemple peut-on améliorer le réchauffement climatique. Ça n'intéresse plus personne de ce temps-ci, le réchauffement climatique, et pourtant il y aura des choses à faire juste pour éviter que des gens meurent en masse ou émigrent en masse ou deviennent des clandestins en masse, des réfugiés en masse. Donc il y a plein de choses à faire, et plutôt que de penser par des grandes théories sur le bonheur, etc., c'est d'améliorer les conditions d'existence de chacun, c'est déjà pas mal là. Bon, merci Pierre, mais ça on avait bien compris que tu n'aimais pas l'utopie. Voilà, alors pourquoi je dis ça ? Bien, parce que, en fait, en tant que chercheuse, historienne donc, sur l'utopie, et notamment sur nos auteurs français, j'avais essayé d'utiliser un outil où en fait il y avait 3 mouvements dans l'utopie et dans l'histoire de l'utopie. L'alternance, l'altercation et l'alternative. Alors l'alternance, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est dans le mouvement de l'utopie, c'est un petit peu ce dont parlait Christine, c'est-à-dire c'est le changement politique. Entre le 19 et le 20e, vous avez une alternance politique, c'est-à-dire qu'on va quitter un système, alors ça peut être un système monarchique, un système républicain, pour aller vers un système communiste. Parce que, en réalité, les dystopies, c'est-à-dire l'inverse de l'utopie, naissent au moment même où se réalise l'utopie communiste, à partir des années, on va dire, 1910-1920. Alors, pour rebondir sur ce que disait Serge, l'utopie, en fait, c'est un petit peu comme une feuille de papier. Vous ne pouvez pas la couper en deux. Et d'un côté, vous avez l'utopie, ce monde rêvé, idéal, projectif, et de l'autre côté, vous avez la dystopie. Et beaucoup de penseurs de l'utopie, en fait, estiment que dans l'utopie, on a déjà le germe de la dystopie. C'est-à-dire que, comme le disait Pierre, on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux, et on est tous dissemblables, tous différents. Et à partir du moment où vous voulez imposer en fait un système à quelqu'un, eh bien évidemment à une population dans son ensemble, eh bien on vire très vite à la dictature. C'est pour ça que vous avez évidemment autant de modèles dans la littérature ou le cinéma. Vous allez avoir une utopie qui va finalement virer à la dystopie. Alors, l'altercation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le versant critique que vous trouvez déjà chez Thomas More. Et en fait, sur cette scène, vous avez 3 auteurs qui manient extrêmement bien ces 3 outils. Serge, qui a essayé de formaliser un petit peu à travers Nulle part à l'Hiverion, une magnifique nouvelle, où il va essayer justement vraiment de créer une utopie, et notamment une utopie dans l'espace, une utopie géographique. Attention, dans l'espace, évidemment, sur la Terre, bien sûr. Catherine, qui nous propose, avec, par exemple, le goût de l'immortalité, quand même une vision très dystopique, une vision dystopique urbaine. Et alors Pierre, il est un petit peu... et puis elle va travailler, je pense, Catherine, et j'espère que tu pourras nous en parler, mais elle va peut-être travailler sur des futurs un petit peu plus enviables, un petit peu plus positifs. Voilà, mais je sais que c'est pas évident pour les auteurs de sortir de la dystopie. Et ça, on va en parler après. Voilà. Et puis Pierre, en fait, il nous propose à la fois, alors je pense notamment à la trilogie, on a beaucoup parlé de Wang, mais la trilogie des prophéties,
où c'est à la fois un versant très, très sombre, hein, notamment l'ange de l'abîme, où il n'y a pas beaucoup d'espoir, et puis en même temps quand même un versant un petit peu plus espérant, et ça c'est le troisième mouvement, si vous voulez, de l'utopie qu'on appelle l'alternative, c'est-à-dire qu'on cherche une alternative en fait au monde de cauchemar que peut-être nous sommes en train de vivre ou peut-être que vous avez inventé. Et Pierre, par exemple, une de ses solutions, eh bien, c'était le nomadisme, peut-être l'adaptation, peut-être la spiritualité. Voilà, donc peut-être une utopie assez différente en fait des utopies sociales. Voilà. Donc vous voyez, en fait, à travers leur création, eh bien, on va complètement retrouver donc ces trois mouvements de l'utopie qui sont en fait par cycle. Et actuellement, eh bien, on est dans, je pense, et j'espère, on est dans l'alternative et ils vont peut-être nous proposer des futurs alternatifs. Oui, merci, parce que je rebondis tout de suite. Évidemment, vu le temps dans lequel on est, entre la pandémie, le réchauffement climatique, le dernier rapport du GIEC et ceux à venir, on est dans des questionnements sur les lendemains rêvés ou juste lendemains possibles, peut-être tout simplement. Le chercheur bordelais Jacques Ellul demandait dans Pour qui, pourquoi travaillons-nous. Il disait le fait que notre système perdure est une utopie en soi. Donc il va de toute façon falloir inventer d'autres choses. Et par ailleurs, quelque chose qui a beaucoup résonné pour moi sur l'idée d'utopie, c'est une étude de Gwena Elgo pour l'Obsoco dernièrement, en mai 2021, une étude sur les ressorts du changement. Elle est allée interroger les Français pour leur demander s'ils avaient réalisé des changements dans leur vie suite à la pandémie, suite à ce qu'on vient de vivre. Donc évidemment, c'est une étude qu'on peut prendre avec des pincettes puisqu'on est encore dedans, mais 9 millions de Français ont répondu qu'ils consommaient différemment. Alors, elle part du pourcentage et elle transforme en millions. 3,6 ont déménagé ou ont pris une résidence secondaire. 2,6 ont changé de travail ou d'orientation professionnelle. Donc, ce qu'elle disait, c'est que même si on est encore vraiment dedans, elle observe une mutation, elle observe des changements, et le désir de changement qu'elle avait interrogé avant le confinement, avant la pandémie, semble se réaliser pour un certain nombre de gens. De fait, vous, on a parlé de l'histoire, mais qu'est-ce que vous pensez que la littérature, comment est-ce que les utopies littéraires peuvent apporter quelque chose là, maintenant, très concrètement, dans un temps où il y a de tels changements que la littérature elle-même va sans doute s'adapter à ça? Et la littérature et plus généralement l'art permettent de verbaliser des pensées. Le futur ne peut advenir que si on le met en place, et il ne peut être mis en place concrètement que s'il est dans notre tête. Donc il est important de verbaliser un futur qui n'est pas une tête d'accident de voiture, sinon c'est ça qui va arriver. Donc c'est à ça que peut servir la littérature en particulier et l'art en général. C'est vraiment une partie de son utilité. Je me suis interrogé avec un ami auteur qui s'appelle Alain Grousset sur quel est notre rôle finalement. Avons-nous un rôle de sentinelle, de mise en garde? Tout le monde se fout totalement des ouvrages de science-fiction. Ça n'apporte rien à personne. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les lecteurs aiment ça, mais les décideurs politiques découvrent avec science-fiction, il n'y a plus rien, une sorte de grand blanc. Et donc on s'est dit, mais à quoi on sert finalement? Et la grande crainte que j'ai finalement aussi, c'est de dire que nous acclimatons peut-être une génération future au pire. Et là, ça m'a angoissé parce que je me suis dit, quelle est ma responsabilité d'auteur? Qu'est-ce que je peux amener à ce monde si, en tant qu'auteur de science-fiction, ayant pris ayant fait un saut dans l'espace-temps, ayant dit à mes contemporains, attention, si on va dans cette direction, on risque le pire, et si les contemporains n'en tiennent absolument aucun compte, à quoi servons-nous? Et ça m'a vraiment, au bout de 28 ans de métier, je me suis dit, oh là là. Donc j'ai fait du space opéra. C'est la solution, parce que le space opéra, ça se passe dans des milliers d'années et dans des milliards d'années-lumière, et donc ça engage moins. Bien que j'ai fait aussi une série sur le métro, mais ça c'est anecdotique. Enfin non, c'est pas anecdotique. Mais je veux dire, ce sont les circonstances qui m'y ont poussé.
Et le space opera est le refuge du merveilleux en science-fiction. C'est-à-dire, ce sont des notes d'espoir, ce sont souvent des récits de conquête, des récits. Remarquez, les conquêtes vont certainement déboucher sur des massacres, comme ça. Et on découvre des mondes, et il y a un côté comme ça, aventure et émerveillement, qu'on a beaucoup de mal à retrouver. Et si je peux acclimater les générations futures déjà à la conquête de l'espace, ça me paraît plus intéressant de les acclimater à des dystopies épouvantables vers lesquelles on va, mais directement. Je veux dire, c'est vrai que si on ne prend pas la mesure du réchauffement climatique rapidement, on va se retrouver avec des guerres entre des réfugiés qui vont arriver en nombre, 50 millions selon l'ONU, et dont qu'on ne va pas vouloir laisser rentrer sur nos terres. Donc on a regardez sur les pandémies, toute la littérature zombie nous a prévenu que des pandémies peuvent arriver, que le monde peut changer très rapidement. On n'a peut-être pas fini avec ce Covid, on n'a peut-être pas fini avec de nouvelles épidémies. Donc à quoi on sert, bordel ? À quoi on sert ? Oui, alors là, moi je suis beaucoup moins d'accord. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1931, est paru un livre qui s'appelle C'est le meilleur des mondes, et il parlait de quoi ? Il parlait de biotechnologie et du danger de tripatouiller le vivant. À l'époque, il n'y avait même pas d'antibiotiques, en fait. Or, le fait que ce livre ait eu du succès, qu'il ait été lu par des générations et des générations, ça fait que quand les biotechnologies sont devenues techniquement faisables, nous, lecteurs et lectrices, citoyens et citoyennes, on y avait déjà réfléchi, on s'était habitué l'esprit à ce que ça puisse arriver un jour et qu'il fallait se méfier et pas faire n'importe quoi. D'où les lois sur la non-brevetabilité du vivant, etc. Vous allez me répondre, enfin, il n'y a quand même qu'un tiers de la planète qui a... Le vivant est brevetable, puisque la loi Chakrabarty dit que le vivant est brevetable. Alors, on commence à revenir dessus tout simplement parce qu'il n'y a qu'un tiers de la planète qui a signé et que ceux qui n'ont pas signé, donc qui s'assoient totalement sur toute approche éthique, c'est quand même la Chine et les États-Unis, donc à un moment on se demande si on va faire le poids, mais au moins il y a eu une réflexion commune là-dessus. Donc la science-fiction, évidemment, il faut avoir un succès hyper massif avec son bouquin, et je pense que la science-fiction peut vraiment aider chacun et chacune d'entre nous à réfléchir sur des problématiques qui vont tomber dans notre assiette, peut-être pas demain, mais dans 20 ou 30 ans. Et je sais que il y a un livre comme Les Furtifs de Damasio qui parle quand même pas mal de comment faire un monde en s'extrayant du capitalisme shooté à la croissance. Et ça a permis ça a fédéré plein de jeunes, voilà, qui sont donc formés en communauté, qui se sont reconnus entre eux à travers le livre d'Alain, et qui ensemble, ils vont à Tarnac ou ailleurs, fonder des fermes alternatives décroissantes, qui fonctionnent bien d'ailleurs, enfin, à part ils ont des problèmes de rate aux pieds, mais sinon, à part ça, c'est une affaire qui roule et qui peut s'amplifier. Alors maintenant Alain il est parti, il est allé planter ses choux ailleurs, mais sa communauté, les gens continuent à discuter, à expérimenter ensemble. Donc moi je suis pas d'accord, je pense vraiment que nos livres et nos œuvres au sens large peuvent initier des réflexions et une habituation de l'esprit à certaines problématiques. C'est un seul boulot, mais il faut bien que quelqu'un s'en charge. Par contre, c'est évident que dans, par exemple, le réchauffement climatique, on pourra toujours trier nos déchets si Total continue à balancer des milliards d'ions de pétrole dans la mer. Là, c'est le problème du colibri, on pèse pas lourd. Voilà, c'était une intervention sur l'utilité de l'ASF dans le champ social. Je suis moins déprimée à ce niveau-là que Pierre. Écris moins de bouquins que moi, ça va être ça. Le 67e bouquin. Alors moi, je suis plutôt d'humeur sombre sur ces choses-là, mais c'est... je suis embarrassé parce que c'est des choses auxquelles je pense et je n'ai pas une pensée encore complètement aboutie. D'abord sur le rôle, c'est-à-dire la mise en garde ou au contraire autre chose. Moi, ce qui me frappe, c'est on vit effectivement une période où on a beaucoup parlé de dystopie depuis, disons, cette espèce de combo entre pandémie, surveillance, régression de la démocratie. On vit un moment pas marrant.
Et ce qui m'a frappé, c'est que le surgissement spontané des images mentales ou des métaphores relevait beaucoup de la science-fiction, et c'est peut-être ça qu'on fait. C'est-à-dire, quand on veut parler de surveillance, on dit c'est 1984 et tout le monde comprend. Quand on parle de manipulation génétique, on dit c'est le meilleur des mondes et tout le monde comprend. Et c'est peut-être ça l'utilité, c'est qu'on fait de la pensée conceptuelle condensée, on fait des images concepts. Mais alors ça permet peut-être pas une pensée précise, mais ça permet, ou une pensée qui serait recherche de solutions, mais ça permet de repérer les situations qui sont pourries en fait, peut-être. Et c'est déjà pas si mal, c'est déjà pas si mal. Voilà, maintenant, 1984, qui est un des plus beaux romans du XXe siècle, le roman d'Huxley, Le meilleur des mondes, c'est pas un très beau roman, c'est pas très bien écrit, c'est le bordel, c'est pas très agréable à lire. 1984, c'est un magnifique roman. Mais 1984 n'a pas empêché le stalinisme. Et le meilleur. Il a fermé les animaux d'ailleurs. Voilà, bon, donc ces mises en garde, est-ce qu'elles servent à quoi? Je ne sais pas s'il faut se poser la question sur le plan de l'utilité. Mais je renverse ça d'une autre manière. On vit un moment dystopique, c'est assez clair. Au moins sur le plan du potentiel, sur le plan des risques. Or, moi, je suis persuadé que la science-fiction a coproduit ce moment. Je suis persuadé qu'on vit dans un monde dont les ressources intellectuelles, mythologiques, esthétiques, ont été pour l'essentiel conçues dans les années 80 au moment des cyberpunk et de la pensée du monde des réseaux. Il y a deux exemples au XXe siècle de moments historiques où la science-fiction agit directement sur le réel en fournissant des matrices mentales, des buts, des objectifs. C'est la conquête spatiale américaine qui s'inspire vraiment de la science-fiction, du space age, non pas en termes de vaisseaux à réaliser, mais en termes d'objectifs mythiques à atteindre. Voilà. C'est pour ça que la NASA, par exemple, a baptisé l'une de ses navettes du nom du vaisseau de Star Trek. C'est pour ça qu'ils ont accepté d'envoyer les cendres de Gene Roddenberry en orbite, ou sur la Lune, je ne sais plus. Il y a une collusion entre SF et conquête spatiale américaine qui est très frappante. Il y a beaucoup d'ingénieurs de la NASA qui écrivent de la science-fiction, qui conseillent des auteurs de science-fiction. Je pense que pour eux, ça fait partie de l'atelier dans lequel ils puisent des idées, du brainstorm, des intuitions. Donc c'est possible, c'est arrivé, c'est possible. Je pense qu'il s'est passé la même chose au moment des cyberpunk. Et les cyberpunk, leur caractéristique, c'est qu'eux n'ont jamais décrit dans leurs livres des utopies. Les utopies, elles nous sont vendues par Elon Musk, par Mark Zuckerberg, par Jeff Bezos. C'est l'utopie de la fluidité absolue, de vous commander, vous l'avez, il n'y a rien à attendre, tout est éternellement disponible, l'information comme les objets, comme les services. Les cyberpunk, Gibson, Sterling, au début, ils voient tout de suite les problèmes. Les premiers textes, ils sont pas très marrants, hein. C'est déjà très glauque, c'est déjà dans des mondes semi en ruine, avec des gens qui contrôlent pas leurs contenus mentaux parce qu'ils sont des courriers. Bon. Enfin, je ne reviens pas sur tout ça, nos romanciens, mais c'est un grand moment. C'est le deuxième grand moment où la SF est en prise directe sur la réalité en train de se fabriquer. Elle lui fournit le mot cyberspace, qu'on emploie tous les jours. Il est créé par Bruce Sterling. Donc, bon, c'est comme ça. On a aux commandes de l'état actuel de la société mondiale des gens qui ont comme magasin d'idées la SF. Il faut le savoir. Et ça devrait nous poser un problème, ça devrait nous interpeller sur notre rôle. Parce qu'au minimum, ça prouve que c'est possible. Voilà. Mais c'est possible de manière cauchemardesque, ça on le sait. C'est-à-dire que vous pouvez faire un magnifique roman dans lequel vous présentez des solutions plausibles, etc. C'est ça, pour le coup, c'est réellement une utopie. Vous êtes sûr que des gens vont s'en emparer et vont faire un cauchemar avec ça. Voilà. Donc, la dernière partie de ce que je voulais dire, c'est directement lié au moment à cette histoire d'influence des cyberpunk. Moi, je crois qu'on vit paradoxalement un moment scientiste. C'est-à-dire que et c'est d'autant plus frappant qu'à ce moment scientiste correspondent des plongées dans l'irrationnel complet. On voit sur le problème des vaccins, sur le problème de la 5G. Il y a mille choses à discuter sur tout ça, mais pas les conspirations et pas les complots qui circulent sans arrêt sur les réseaux sociaux, qui sont du pur fantasme. Je crois qu'on vit un moment scientiste au sens où, malgré les... Enfin, comment dire, je ne crois pas du tout qu'on va aller vers une société décroissante. Je pense que personne ne va jamais voter pour la décroissance, ni les sociétés démocratiques, ni les sociétés autoritaires. Je crois qu'on est... La plupart des gens qui sont aux commandes ont remis leur destin aux mains des solutionnistes. C'est en gros, trouvez-vous une solution technique au problème.
Si vous voyez, on ne peut pas moins consommer, donc il faut trouver comment dépolluer. Donc il va y avoir un marché de la dépollution gigantesque. On a besoin de connaissances et d'apprentissage, donc il faut relier tout le monde à tout. Et on aura une extension infinie du réseau jusqu'au moment où nous serons nous-mêmes des morceaux de réseau avec des implants. C'est le but du processus technique, il converge vers ça. Donc ça va arriver, c'est finançable, ça va arriver. Et si on vit un moment scientiste, ce que je pense, alors je ne vois pas très bien comment l'utopie du monde d'après, du vrai monde d'après, pourrait avoir lieu sans un arrachement de ce monde. Ce que je veux dire, par exemple, c'est, pour revenir à Thomas More et finir, Thomas More imagine une société idéale fondée sur la science. Il le fait dans un monde qui est encore très largement chrétien. Donc il propose une société fondée sur une pensée qui n'est pas du tout la pensée chrétienne. Il n'essaye pas d'acclimater la pensée chrétienne. Il part de la maison de Salomon et de l'idéal platonicien du commandement des sages, et il réfléchit là-dessus. Sans qu'on sache vraiment si c'est ce qu'il souhaite ou si c'est ce qu'il craint. Mais nous, on devrait réfléchir dans ces termes si on voulait proposer une utopie. C'est-à-dire, proposer une utopie aujourd'hui, ça consiste à s'arracher au monde scientiste dans lequel on vit. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, cet arrachement prend la forme de plonger dans l'irrationnel complet. Et donc, on est un peu coincé. Et c'est pour ça que je ne crois pas trop à la recherche utopique. Moi, je crois plutôt que... C'est Gérard Klein qui avait inventé cette expression dans les années 90. Il disait « il faut chercher comment faire des assez bonnes sociétés ». Et c'est très bien. Ça suffit largement. Si on arrivait à faire une société assez bonne, ce serait déjà pas mal. Donc plutôt que l'utopie, c'est... Quand on a demandé à Arthur C. Clarke ce qu'il fallait pour que le monde s'améliore, il dit simplement que les gens sont un peu plus gentils. Non, mais finalement, on vit dans une époque de démiurges prométhéens qui cherchent l'immortalité et qui font des conquêtes spatiales privées. Une certaine humilité, une certaine modestie dans les objectifs serait peut-être pas plus mal. Ça pourrait être un moment utopique de notre société. Alors, oui, parce que l'utopie proposait le bonheur pour tout le monde. Le problème, c'est que c'était un problème de voir les choses comme ça. Et donc, je vois plutôt dans les utopies modernes qu'on arrête de délirer avec le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose de très intime. On peut vivre dans une société parfaite et être parfaitement malheureux. C'est comme ça. Et l'inverse, bien entendu. Donc, cette notion de bonheur a enfin quitté, on nous laisse la responsabilité de notre propre bonheur. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie d'être heureux. D'ailleurs, il y a même des gens qui aiment être malheureux. C'est comme ça. C'est une fonction intime, je répète. Donc, ce qu'on en cherche, moi je vois plutôt dans l'utopie, oui, effectivement, alors absolument aucune intervention, ni sur le présent, enfin, sur le présent, si, mais dans le futur. Parce que maintenant, avec le recul, on peut dire « Ah oui, il l'avait dit, oui, mais à l'époque, ils n'étaient pas crus. » C'est carrément, c'était même... C'est eux ont été retenus, c'était intéressant. Quelquefois, la démarche était fortement intéressante, donc elle reste, parce que c'est une démarche intéressante. Mais au niveau prospectif, les gens n'y croyaient pas. D'ailleurs, même l'auteur n'y croyait pas. Il réfléchissait sur un problème, réellement. Il y a aussi un côté très logique dans l'utopie. C'est un peu un problème d'échec, pratiquement. On se met en situation, et alors, que fait-on? Comment peut-on améliorer les choses? Je le vois plutôt à chaque fois comme une intellectualisation qui est fortement intéressante. Mais combien d'ouvrages ont été écrits qui étaient des utopies ou des dystopies qui ne s'est rien produit? Et pourtant, c'était pas mal non plus. On y a réfléchi. Madame Charpentier y a réfléchi extrêmement sérieusement. Elle voyait un avenir plus féministe, qui serait concerné par la justice sociale. Donc c'était quelqu'un qui a été extrêmement déçu par le système communiste immédiatement. C'est une femme qui est partie quand même en 1922 visiter l'URSS seule. Avec un sacré culot. Et elle est partie en clandestine, parce qu'elle n'avait pas le droit. Donc elle vraiment voulait savoir, et quand elle en est revenue, elle a dit non, ça va pas. Donc c'est qu'elle va vraiment... Pourquoi sa vision, n'a pas passé? Pourtant elle est très progressiste, dans le fond. Elle n'est pas connue.
parce que c'est illisible, ok, mais elle n'est pas connue non plus au niveau de l'exercice utopique. Hein. On ne sait rien d'elle. Combien de personnes ont écrit des utopies dont on ne sait rien? Combien de femmes, pour être un peu féministes, hein, ont été totalement oubliées dans le cursus? Pourtant, elles avaient des idées également qui se mettent en application, mais on ne sait même pas qu'elles en ont parlé. Donc c'est assez étonnant de vouloir absolument se baser. Non, alors je pense que pour le présent, par contre, c'est quelque chose qui est très bien parce que ça questionne beaucoup aujourd'hui. Donc c'est intéressant de se retrouver projeté dans un futur, souvent, mais pas forcément, où on se met à réfléchir à des problèmes. Je suis beaucoup plus modeste, je vois les choses comme ça en tout cas, où on réfléchit à des problèmes auxquels on sait qu'on a été confronté et qu'on n'a pas vu. On s'en aperçoit pas. Je pense que c'est vachement important pour les écrivains d'écrire et de proposer leur point de vue parce qu'ils savent bien le faire et que c'est quelque chose qui est en tout cas la plupart du temps s'ils essayent, c'est quelque chose de logique, de construit avec une idée, une profondeur et ils nous offrent à ce moment-là une perspective que l'on n'avait pas en tant que personne humaine. Donc c'est un ajout de multiplication. Et effectivement, à réfléchir à des problèmes, et ensuite, effectivement, à devenir éventuellement militant pour une cause ou une autre. Parce que ça les aura fait bouger, comme s'ils avaient éventuellement parlé avec quelqu'un dans lequel ils auraient eu confiance, une idée qu'ils construisent, qui leur est semblé. Et je trouve que les écrivains sont quand même vachement plus sympas que les politiciens. Voilà, donc c'est oui, c'est un rôle important, un rôle vraiment dans le présent, qui me semble franchement. Alors j'en parlais tout à l'heure de choses qui m'ont surprise, que j'ai vu naître, par exemple Wilson, qui a publié Les Dévastés, qui se passe dans une Amérique latine, c'est un peu un roman magique, mais lui est anglais, d'origine africaine, mais en fait ça fait un peu réalisme magique sud-américain. Et en réalité c'est horrible, on a l'impression qu'on vit une dystopie, mais la personne, ce qu'il organise, c'est qu'ils sont tellement désespérés que tout le livre explique l'utopie qu'ils poursuivent. Parce que poursuivre une utopie, ça les fait changer. Et c'est une révolution permanente qui permet de s'adapter aux conditions qu'ils ne peuvent pas y échapper. Ce sont des guenillards qui sont mal nourris, qui n'ont pas de lieu, qui sont abandonnés. Et ils vont investir un gratte-ciel, et ils vont le transformer en une société qui sera leur utopie. Mais elle l'est pour eux, parce qu'ils ne recherchent pas le bonheur vraiment, ils recherchent enfin l'espace de vie auquel aurait droit tout être humain. C'est très intéressant, cette vision qui se donc une assez bonne société, en réalité. Voilà, mais qui ne perd jamais, c'est ça en fait, il ne faut jamais perdre de vue l'utopie. L'utopie nous oblige à modifier sans cesse notre vision je le vois comme ça, je me sens vraiment motivée par ce genre de récit. Et alors vous avez parlé d'une cause à défendre, ou des causes à défendre, d'épouser des causes. Je refuse en tant qu'auteur d'épouser une cause, parce que j'élimine toutes les autres causes. J'ai une sorte de j'ai une sorte de légitimité à exister, mais je n'ai pas de légitimité pour imposer mon point de vue à quiconque. Pour moi, en tant qu'auteur, ce que j'essaie de faire, c'est d'explorer l'âme humaine, si l'âme existe, l'humanité sous toutes ses formes. Et elle a plein de formes différentes. Et je ne peux en éliminer aucune. Je vois les débats télévisés, et je vois des gens qui sont fermement ancrés sur leur position, qui débattent becs et ongles, qui défendent becs et ongles leur position, en éliminant les autres positions, en refusant même de les observer, simplement d'en tenir compte. Donc je refuse. Ce que j'essaie de faire, c'est de vraiment explorer en toute liberté. C'est ça, parce que la pensée, elle a toujours ce truc de ramener au connu, de ramener ce qu'on connaît déjà. Il y a très rarement de nouveautés, de nouvelles évolutions par la pensée. Donc j'essaie de ne pas penser. J'essaie d'être complètement transparent quand j'explore mes personnages. Ce qui m'intéresse, c'est de voir jusqu'à quel point mes personnages peuvent aller.
Et dans des circonstances comme le confinement dans le métro ou bien dans un vaisseau spatial où vous avez quand même toute l'immensité hostile autour de vous, tout se dégage, le caractère des personnages se dégage peu à peu et on a une vision de l'humanité complètement différente. Donc je ne sais pas si ça améliore les choses, mais ce que je voudrais donner au lecteur, c'est un point de vue différent, ne serait-ce que le faire bouger de quelques millimètres pour voir si on peut voir. C'est comme si vous avez une montagne, vous voyez, il y a plusieurs facettes, soyons simples, faces. Et quand vous voyez une face et que vous êtes fixé sur une face, vous ne voyez pas les trois autres faces. Donc vous êtes obligé de bouger pour regarder la seconde face, puis bouger encore pour la troisième, bouger pour la quatrième, et si vous voulez avoir une vision ensemble, il va falloir monter un petit peu au-dessus, ou survoler, ou regarder d'ailleurs, et vous aurez une vision complète de la montagne. Et j'ai l'impression qu'on poursuit un rêve d'humanité sans avoir exploré la véritable humanité, ou atteint la véritable humanité. Donc voilà, peut-être, si je cherche quelque chose dans le livre, c'est plutôt ça, c'est qu'est-ce que l'être humain, essayer de dégager l'humanité, d'explorer l'humanité au maximum. Et c'est peut-être ça la tentation spirituelle dont parlait Natacha tout à l'heure. C'est une spiritualité, oui, mais libre, entièrement individuelle, non dogmatique, pour dégager d'autres facultés de l'être humain. Et je crois qu'on n'a pas besoin d'arriver au surhumain, parce que le post-humain, c'est vraiment le thème de la science-fiction qui est assez dominant maintenant. On trouve plein d'humains augmentés, d'humains modifiés, mais on n'a pas atteint l'humanité encore. Comment on peut passer de l'étape du surhumain sans avoir atteint l'étape d'humain? Voilà, c'est une question que j'ai. Serge, tu voulais réagir? Oui, juste un détail ou une attention portée à quelque chose. Dans les dystopies dont on a parlé, qui sont les plus célèbres, 1984 ou Le meilleur des mondes, mais il y en a bien d'autres, Fahrenheit 451, enfin bon, c'est pas les dystopies qui manquent. La métaphore la plus régulièrement utilisée, y compris là, sur cette estrade, c'était on coupe ce qui dépasse, pour matérialiser le caractère atroce de la dystopie. Et je trouve quand même assez frappant de relever que nous vivons, et nous avons tous le sentiment de vivre un moment dystopique, disons, fondé sur le contraire. Il n'y a plus aucun collectif, et c'est ça précisément la source de la dystopie, du moment dystopique. Il n'y a plus de corps de doctrine centrale autre que « be yourself », soyez vous-même, ne ressemblez à personne, choisissez tout. L'individu est érigé tellement haut qu'en fait la société disparaît dans cette promotion de l'individu comme étant la réalisation complète de tout, en fait, de tous nos espoirs, prennent la forme de la réalisation de l'individu. Même si ça doit détruire la société. Ce qui est en train d'arriver, on est en train de... La technologie et l'esthétique même des réseaux sociaux, c'est la promotion d'un narcissisme absolu, c'est bon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des reconfigurations collectives qui se produisent sur les réseaux, c'est le cas, il y en a plein. Mais basiquement, nous vivons un moment de promotion de l'individu comme étant la seule source du bien et de la légitimité. Et c'est assez curieux de voir qu'en 50 ans, le visage de l'utopie s'est complètement inversé. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, on disait l'utopie, c'est un individu écrasé par un collectif. Et aujourd'hui, la dystopie, et la dystopie contemporaine, c'est le contraire. C'est-à-dire c'est un individu qui, par sa propre existence, détruit le collectif. Ce qui fait qu'il n'y a plus moyen d'avoir des politiques communes ou des grandes délibérations rationnelles, parce qu'en fait, il y a toujours un individu qui dit « Ah, ça ne me concerne pas votre truc, j'en ai rien à foutre. Et je détruirai la société pour prouver ma liberté. » Mais et je trouve que c'est assez ironique ce retournement. C'est pas un individu qui est allé au bout de lui-même qui réagit comme ça. Ce n'est pas un individu réalisé, tu dis un individu réalisé. Non, mais tu donnes à réaliser un sens spirituel. Ce que je veux dire, c'est que l'individu réalisé dans la société de consommation, c'est le millionnaire. Non, mais oui, mais ça n'a aucun intérêt. Non, mais oui, mais c'est ça. Tu as parlé de matérialisme tout à l'heure, ou de. On vous embête? Non, pas du Pardon. tout. Oui. C'est passionnant, et en même temps, du coup, j'ai envie de me tourner vers Natacha, parce que pour essayer de finir, parce que le temps passe vite, et après, on va avoir peut-être des questions.
Natacha, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, il me semble que si l'utopie ne peut pas forcément fournir de réponses, ou alors si elle fournit des réponses, mais au contraire dystopiques et terribles, ou quoi que ce soit qui se passe, il me semble que dans des lieux comme celui-ci, dans des discussions là, maintenant, dans le présent, on peut en tout cas essayer de faire des tours, essayer d'écouter chacune de ces voix-là, réfléchir à ce qui est là, et peut-être qu'à un petit niveau, l'utopie, ce serait déjà de repartir sur Hypermonde en 2022 sur ces thèmes-là, peut-être. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu aurais envie de faire pour qu'au moins l'utopie, ce soit le prochain salon et les prochaines discussions de ce type sur le sujet? Alors, deux choses. D'abord, je pense que si on fait la synthèse de tout ce que vous avez pu dire, je crois qu'il y a quand même dans l'utopie un principe qui est très clair, c'est le principe espérance. Alors c'est pas de moi du tout, c'est Ernst Bloch, donc, qui était un grand penseur donc, de l'utopie, un grand critique de l'utopie. Et je crois qu'à travers tout ce que vous dites, donc une assez bonne société, peut-être revenir au collectif, peut-être réfléchir à des formes d'utopie beaucoup plus modestes, beaucoup plus locales, voilà, essayez, avec tout ce que vous avez pu dire, essayez de revenir, ça donne quand même de l'espérance parce que ça permet de relativiser et ça permet finalement de donner à l'utopie un visage tout simplement plus humain. Ça c'est pour faire plaisir, à Pierre. Mais un humain voilà, pleinement réalisé, parce que malheureusement on est quand même dans une société de consommation qui fait que les individus ne sont jamais réalisés, sont juste pris dans une espèce de course au désir effrénée, perpétuelle, et donc on ne réfléchit jamais sur soi, et il faut à tout prix avoir un retour sur soi, savoir exactement qui on est, comment, bon, bref. Tout ça pour dire que je crois que dans le collectif Zanzibar, auquel appartient Catherine, par exemple Alain Damasio, Norbert Marjanian, ils essaient de trouver, peut-être à leur niveau tout simplement, ou des petites utopies modestes, des idées vraiment qui partent un petit peu dans tous les sens, une créativité utopique. Moi je voudrais que l'année prochaine, pour le festival Hypermonde, aujourd'hui c'était ce week-end, c'est une thématique qui est finalement assez technologique, assez scientifique, parce que c'est aussi la réalité de notre monde. On pourrait se poser la question, est-ce que la robotique c'est pas une utopie justement scientiste? Donc l'année prochaine je voudrais qu'on réfléchisse, qu'on revienne et qu'on développe tout au long du festival en fait toute cette réflexion qu'on a amorcée aujourd'hui, je trouve, et je vous remercie tous les quatre, avec vraiment beaucoup d'intelligence. Mais ça je le sais parce que je connais bien vos ouvrages et je sais pertinemment que ça nous projette justement dans ces différentes synthèses. Voilà, donc je m'arrête là, on a peut-être quelques minutes très rapidement pour des questions du public. Oui, merci. Alors du coup, question, oui. Ouais, j'avais une question. Tout à l'heure, on parlait d'une écriture qui. Enfin, c'est Catherine Dufour qui évoquait le fait que c'est compliqué de d'écrire de la dystopie. Alors, même si on a parlé du solarpunk, ce genre de choses, j'aimerais bien savoir un peu plus sur cette difficulté des écrivains. Oui, c'est exactement ce que disait Pierre. Ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants et pas grand-chose à raconter à part la couleur des rayettes. C'est très bien résumé aussi par l'expression « les peuples heureux n'ont pas d'histoire ». En clair, il ne faut pas confondre le fait que la SF fait des dystopies en général parce que le monde ne va pas bien et qu'il n'y a pas de trace de preuve qu'il va aller mieux, et le fait que la science-fiction, ça reste quand même une littérature, et il faut des catastrophes pour faire rebondir les intrigues. Donc il ne faudrait pas non plus confondre l'opinion qu'un auteur de science-fiction a sur le monde tel qu'il a avec le fait qu'il a besoin d'une bonne catastrophe pour faire rebondir les intrigues un peu molles du genou. Edgar Poe le disait très bien, dans le doute, enterrer quelqu'un vivant. Il y a des impératifs narratifs. Moi, j'ai réussi à écrire une utopie, parce qu'on s'était dit, justement, avec Alain et les autres, il fallait absolument qu'on soit un peu plus gai, quoi. Et j'ai réussi à écrire une utopie d'un monde, la planète Terre est hyper polluée, c'est affreux, et à la fin, elle est dépolluée, tout le monde est immortel, tout le monde va vivre, donc bref. Et ça ne se voit même pas que c'est une utopie, parce que j'ai raconté la crise, le moment où c'est vraiment en crise, où le monde s'effondre, et la sortie de crise, et je m'arrête au moment où ça devient ennuyeux, c'est-à-dire où tout va mieux. C'est la seule fois où j'ai écrit une utopie et personne ne l'a réalisé parce qu'en fait l'utopie c'est 2 lignes à la fin. Ligne finale, une sorte heureuse, beaucoup d'enfants. Voilà, c'est ça.
Sur votre question, on n'en a pas parlé, mais il y a un cycle utopique majeur qui est publié depuis une vingtaine d'années, de Jan Banks, le cycle de la culture. C'est une utopie, et c'est une utopie qui a pour caractéristique d'être galactique. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez ce cycle, c'est 7-8 romans, quelques nouvelles. C'est un auteur écossais. Les Écossais sont très particuliers. C'est une utopie féroce. Alors, non, mais c'est intéressant sur les peuples heureux n'ont pas d'histoire. C'est l'utopie que Banks définit lui-même comme étant... il montre un ensemble de sociétés ayant atteint la perfection technique. C'est-à-dire, si tous les citoyens demandaient tout de suite, on pourrait leur donner. Voilà, c'est ça la définition. Donc personne ne demande tout de suite, puisqu'on sait qu'on peut. Les gens vivent tranquilles, il y a effectivement des manières d'atteindre l'immortalité. Bon. Et comme la grande activité sociale, c'est le jeu, le sexe. Ça joue et ça baise, quoi. C'est très bien, c'est une très bonne définition de l'utopie. Mais il y a des gens à qui ça suffit pas, et des citoyens qui, même quand c'est parfait, sont malheureux. Et pour eux, on a créé un corps qui s'appelle Circonstances spéciales, et on dit, puisque vous vous ennuyez dans l'utopie, on va vous envoyer gérer les contacts avec les peuples difficiles, parce que tout le monde n'est pas dans la culture. Et donc il y a quelques aventuriers qui sont des gens malheureux et qui vont faire des missions compliquées et dangereuses, parce que dans une utopie, même dans une utopie, il y a des gens pas satisfaits. Et il faut quand même pouvoir leur donner ce qu'ils demandent. Voilà. Et donc il y a quand même c'est peut-être le seul contre-exemple auquel on peut penser de quelque chose qui ressemble à une utopie assez bien imaginée, parce que l'auteur prolonge des lignes techniques dans des milliers d'années dans le futur, donc il imagine effectivement que tous les problèmes matériels sont facilement solubles, que les problèmes sociaux, donc du coup, sont résolus. Il y a même une sorte de progression spirituelle dans cette société, et à l'intérieur des sociétés et dans les sociétés entre elles. C'est des détails qui amuseront Pierre, mais il y a des sociétés qui se subliment. C'est-à-dire qu'à un moment, elle dit, on a vécu tout ce qu'on avait à vivre, maintenant on passe dans autre chose, et on les voit se dématérialiser et vivre comme des entités mathématiques sur d'autres plans de réalité. C'est-à-dire que même il y a une sorte de salut ou de rachat dans ces sociétés qui pourtant se présentent comme parfaites. Et il y a l'acceptation de la part d'ombre et du désir, du besoin, du danger, de la mortalité, quand même, pour que cette utopie soit vivable et complète. Enfin, ou complète, ou structurellement incomplète, donc satisfaisante. Donc tout ça pour dire que notre époque a quand même produit une grande utopie sous la forme d'un space opéra gigantesque, qu'il est très intéressant de lire, justement pour se rappeler que l'horizon n'est pas... l'horizon est infiniment plus large que celui dans lequel on évolue ou croit évoluer. C'est vrai qu'on a tous les jours des nouvelles du réchauffement climatique qui font qu'en fait on a un mur devant nous où tous les jours on nous répète dans 30 ans, 40 ans, c'est fini, c'est déjà trop tard, demain, il faut choisir aujourd'hui. Bon, c'est des trucs de panique. Je suis pas sûr d'acheter une maison en zone submersible. Oui, je suis pas sûr que ce soit très, très productif d'ailleurs. Mais il y a eu une grande utopie à la fin du XXe siècle, et ça s'est poursuivi jusqu'à la mort de l'auteur il y a 2 ou 3 ans. Le cycle de la culture, je vous engage à lire des livres de cette... Pour répondre à votre question, portait sur l'utopie ou la dystopie? Sur la dystopie, enfin sur ce que je comprenais de ce que disait Catherine Dufault, c'est le fait que c'est compliqué pour les auteurs. Alors je comprends bien le ressort et que c'est mieux d'enterrer un corps. Même vivant. Ça je comprends bien, je vois bien le principe. Je me demandais est-ce qu'il y a d'autres difficultés, parce que là ce que je comprends c'est qu'en fait d'écrire de l'utopie c'est chiant. Ouais. C'est ça. Si je résume, Pas forcément, mais c'est parce qu'il faut trouver d'autres moteurs. On est tellement habitué de vouloir absolument mettre en scène un conflit, un conflit fort, mortel de préférence, avec des gentils, des méchants, etc. En réalité, il faut sortir de ce cycle, hein, et on peut faire des choses tout à fait passionnantes. Parce qu'il faut quand même être clair, voilà, on parle de la terre, de la nature, vous savez, il y a des tas de conflits avec des choses contre lesquelles on n'est absolument pas, on ne les maîtrise pas. Et d'abord, ils ne sont pas ni méchants ni gentils, ils sont comme ça, et on est obligé de faire avec. Donc, parler d'utopie en prenant des moteurs qui sont non plus conflictuels d'humain à humain, je parle fort, ça n'allait pas,
Et donc, je pense qu'effectivement, c'est surtout une façon de voir qu'il faut modifier. C'est encore quelque chose qu'il faut modifier. On progresse. On est des auteurs, moi, de science-fiction, pas trop, mais j'en écris une pour l'anthologie d'Hypermonde. Voilà. Et donc ça me fait rire parce que la limite, c'est une utopie en devenir robotique. C'était un peu traité comme ça. Mais bon, c'est pas mais j'en lis beaucoup par contre. Et donc je pense que réellement, justement, je vois des progressions. J'ai le sentiment que la progression de l'écrivain de littérature, de l'imaginaire et de science-fiction en particulier, lui-même progresse. Bon, c'est pas le progrès, mais se modifie, se change lui-même, parce que des questions particulières l'intéressent, et c'est vraiment très intéressant, parce que ces questions-là, il les porte à ses lecteurs. C'est déjà énorme, parce que c'est quelque chose qui, comme Thomas More a fait réfléchir toutes les générations suivantes, et ils auraient des portes. Donc, effectivement, je crois que, je suis pour, je trouve qu'une réflexion utopique qui ramène le sujet à une confrontation avec déjà ce qui nous environne, qui est terrifiant, l'espace, la nature, les phénomènes, c'est déjà un moteur formidable pour tenter de créer une utopie, réfléchir sur l'utopie, réfléchir sur justement ces renversements, cette adaptation. Je suis d'accord, on ne va pas réussir à arrêter. Stop, allez, c'est terminé. À partir de demain, on devient tous des gens bienveillants. Non, ça va pas marcher. Non, et puis pour aller dans le sens justement de Christine, c'est que en fait, se confronter à des obstacles, c'est aussi un ressort tout simplement du récit, d'une bonne histoire. Et il est parfois difficile d'échapper en fait à cette logique du récit. Voilà. Ou alors il faut utiliser ce ressort du récit, c'est-à-dire pour essayer. Alors c'est ce qu'on appelle bêtement le schéma narratif, n'est-ce pas, où vous avez des opposants et des adjuvants, avec le héros qui a donc sa quête, et ça existe depuis que l'on raconte des histoires, dans les contes, dans la mythologie. Et donc c'est une force extrêmement puissante de la narrativité, de l'histoire, de la narration. Donc ça veut dire que pour les écrivains, il faut lutter peut-être contre cette force, parce que c'est beaucoup plus facile de mettre en scène en fait un univers ou un espace où vous allez avoir beaucoup d'opposition, parce que le héros ou l'héroïne va évidemment chercher à dépasser en fait tous ces obstacles. Voyez ? Donc ça veut dire que peut-être que au-delà de l'idée, au-delà des idées utopiques, il faut peut-être aussi essayer de repenser la forme du récit, ou de réfléchir à ces formes du récit. Et ça, c'est en termes de créativité, je pense que c'est très complexe. Voilà, c'est juste pour... C'est que j'ai toujours gardé en tête ce conseil de Pierre Michaud, quand il m'a publié pour les Gars du Silence, il m'a dit « Veillez à faire de bons méchants ». C'est vrai. Donc oui, c'est important, le rôle du méchant est important, parce que c'est une facette de l'humanité. Catherine, elle excelle à faire des méchants absolument extraordinaires. Et c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup plus aux méchants dans les histoires. C'est pour ça que dans mon utopie, Outrage et Rébellion, le personnage principal, c'est le gros méchant, et il est magnifique, il est splendide, j'ai fait exprès. Tu es un méchant. À la fin, il meurt, alors c'est un peu moral. Mais maintenant, c'est une utopie. C'est une transition parfaite, c'est merveilleux, parce que tous ces... Voilà. Alors, on peut encore éventuellement... Oui, on peut encore. Ouais, on a un petit peu... Une question encore ? Ouais. La question que je me pose toujours sur les utopies, c'est que, notamment par exemple sur ton livre, Pierre, Les guerriers du silence, c'est qu'à chaque fois qu'on pense utopie sur une société qui va se créer, qui est idéale, etc., à chaque fois la société précédente a été complètement détruite. Il y a eu un énorme bouleversement, donc soit une guerre qui a absolument tout détruit, soit des bombes nucléaires qui ont explosé, soit la Terre est complètement devenue invivable et on a dû aller construire ailleurs. Est-ce que finalement l'utopie n'est seulement possible que si on a complètement détruit ce qui s'est passé avant, ou est-ce qu'on peut réussir justement à créer une utopie en ne détruisant pas tout là maintenant, d'être en transition, oui, effectivement.
Je vais pas répondre à la place de Pierre, mais je pense que ce que vous décrivez, c'est... Enfin, moi, quand on a besoin de plonger le lecteur directement dans une situation hypothétique futuriste, qu'elle soit dystopique, utopique ou simplement extrapolée, il y a énormément d'auteurs de science-fiction qui posent comme une espèce de postulat implicite qu'il y a eu un coup de couteau qui a coupé l'histoire, il y a avant et après. Et le lecteur, voyant ce coup de couteau, se projette dans le monde d'après, qui est celui de l'histoire, sans plus poser de questions. Et en fait, c'est presque une nécessité d'architecture quand on écrit de la SF sous coup de couteau. Et ce coup de couteau, ça peut être, il y a eu une grande guerre mondiale et puis on a reconstruit une société derrière, on a découvert un procédé de voyage dans l'espace qui a tout changé. Ça peut être un truc comme ça. Et ça suffit à jeter les bases d'une nouvelle société que le lecteur accepte et sur lesquelles l'auteur peut travailler parce qu'il a le sentiment d'avoir fait une sorte de table rase en fait. Donc on construit à partir de rien ou à partir de très peu de prédétermination. Donc est-ce que ce qui est nécessaire dans un roman est nécessaire dans la vraie vie? Est-ce qu'il faut faire une table rase pour construire un monde acceptable et nouveau? L'expérience prouve que non. Mais dans la science-fiction, ça marche bien. Après, si on est écrivain, quand on est un être humain, on aimerait mieux ne pas faire table rase. Ne pas faire partie des rasés. La table rase ne veut pas dire qu'on a éliminé certaines choses comme la génétique. Et que, il va y avoir un recommencement, parce qu'on a des gènes qui sont les mêmes, on a cette transmission, et on risque de reproduire les mêmes choses. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il y a eu des coups de couteau dans l'histoire, peut-être pas aussi importants que ceux de la SF, parce que c'est vrai que la SF, on détruit une planète entière sans problème. Et ça fait quand même plusieurs milliards de morts, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, même dans les éléments d'histoire, il y a des coups de couteau, pendant la Révolution russe, tout ça, les vieux réflexes se remettent en place immédiatement. Et la ferme des animaux d'Orwell décrit ce mécanisme implacable qui se met en route et qui veut appliquer point par point la Révolution française, point par point la Révolution russe. Et vous aurez un nouveau pouvoir qui va arriver, vous avez des nouveaux esclaves qui vont, des nouveaux serfs, des esclaves qui vont etc. Donc on a cette tendance à reproduire les erreurs du passé en permanence. Et je me demande d'où vient cette malédiction. Est-ce que c'est la soif de possession? Parce que la soif de possession nous identifie au matériel et nous protégerait de façon symbolique de la mort. Est-ce que c'est ça, cette volonté de posséder? Est-ce que posséder, c'est pas mettre des murs de plus en plus épais entre soi et la mort, etc. Ouais. Je pense qu'en tout cas pour la sentiment que c'était un renouveau, quelquefois c'est simplement les anciens qui reviennent. Oui, c'est les institutions qui perdurent. On a eu des fortes croissances où les femmes avaient un rôle important, et elles ont été écrasées et elles ont été écrasées par les mêmes qui ne voulaient pas que ça change. Donc on a des renouveaux, et souvent si une telle révolution et se transforme aussi et ne sert plus à rien, c'est parce que les premiers, ceux qui défendent l'ancienne façon de fonctionner, reviennent sur le devant et qui ont en général beaucoup plus l'habitude du pouvoir et de la façon de l'exercer, et le remettent en pratique, et on recommence. Et c'est très compliqué, justement, d'aller, non seulement de faire cette fameuse révolution, mais c'est très compliqué de la continuer. C'est ça le problème souvent, c'est qu'elle s'arrête, et on a un retour... Mais parce que vous imaginez peut-être que si les femmes prennent le pouvoir... mais non, pas du tout. Je disais que simplement... On pourrait essayer. Absolument. Oui, voilà. Non, mais absolument pas. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a des cycles. Les femmes étaient très importantes pendant un certain moment. Elles ont pris un statut important, un statut reconnu, et ça a décliné pour plusieurs siècles. Pour quelles raisons? Parce que ceux qui pratiquaient le pouvoir, qui le détenaient, c'était très compliqué de leur faire partager, même pas de les pousser dehors, mais partager, et que sitôt que ça se calmait, entre guillemets, hop, ils revenaient, et on a vraiment un cycle. C'est ça qu'il faut vaincre, c'est pas les hommes ou les femmes ou n'importe quoi. C'est ce cycle qu'il faut essayer de passer au-dessus, et justement, on parlait d'espoir, et ne jamais perdre espoir. C'est comme ça que ça fonctionne, parce que si on abandonnait, quelquefois on passe pour des doux rêveurs, mais si on abandonne, voilà, c'est foutu.
Voilà, Mais c'est il y pour a ça que je disais les révolutions. la solution dont parlait Catherine tout à l'heure, c'est-à-dire s'extraire du monde pour créer d'autres circuits, c'est une solution très intéressante. Par exemple. Oui. Pardon. Je suis désolée, en fait, bon, on a pas mal débordé. Je pense que on va pouvoir continuer dehors. Je pense que Natacha a de quoi faire le. Voilà. Natacha a de quoi faire le programme. Monsieur qui avait posé une question, on pourrait leur poser. Oui. Ah, non, voilà, il n'y a aucun souci. Voilà, alors Natacha elle a ce programme pour l'année prochaine. Les auteurs ils ont encore réfléchir pour l'anthologie. On a compris donc 3 utopies ou dystopies et un space-op pour les nouvelles, pour l'anto. Pierre va tout écrire. Voilà. Mais on va à la buvette ou on va en dédicace? Alors, en fait, voilà, il y avait l'option dédicace et l'option buvette. Alors, je vous propose de faire un petit tour à la buvette pour vous détendre et après, vous allez dédicacer parce que, en tout cas, ils ont déjà écrit des choses. Vous pouvez déjà aller leur prendre les livres à la librairie et découvrir déjà ce qu'ils ont fait. Voilà, merci beaucoup.